j'ai un petit enfant trisomique que j'ai suivi à 5 ans et qui est aujourd'hui champion de surf en France. C'est incroyable. Beaucoup d'orthophonistes sont des belles personnes. C'est un métier qui demande quand même beaucoup d'altruisme et d'empathie, comme j'ai dit. Sur ces dernières années, est-ce que c'est facile de trouver du travail quand on a un diplôme d'orthophonie? C'est très facile, on s'installe demain matin en face, là, et pourtant on est à la campagne, et là, en 2 semaines, l'agenda est rempli. Hein. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'a attiré de plus dans ce métier? Tout. C'est un métier passionnant. Le même diplôme, on peut faire X métiers différents. Par exemple, moi j'ai travaillé avec des tout petits, mais j'aurais pu travailler en ORL, avec des gens comme moi qui ont des problèmes de gorge, là tout de suite. Je pense que derrière, il y a peut-être des gens qui sont motivés, qui veulent faire ça. Tu leur dis quoi là, direct, comme ça? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Françoise, donc, qui est orthophoniste, qui travaille depuis une 40aine d'années et qui va nous raconter un petit peu son parcours et comment elle en est arrivée à être ici avec moi aujourd'hui. Donc Françoise, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire ton âge, d'où tu viens et puis ce que tu fais actuellement? Alors, je m'appelle Françoise Ercolani Bertrand, je suis orthophoniste donc, de formation. J'ai surtout été une orthophoniste de terrain, mais j'ai aussi, et j'enseigne encore toujours à la faculté de médecine de Nancy, dans le cadre du département d'orthophonie. J'ai créé un organisme de formation en 2000 et j'ai fait beaucoup de formations dans la France entière et un petit peu plus loin même, auprès des orthophonistes, mais auprès aussi des professionnels de santé, des professionnels de PMI, des établissements qui accueillent des enfants en situation de handicap, etc. etc. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie professionnelle et j'ai été aussi beaucoup chargée de prévention au niveau du syndicat des orthophonistes. Une très bonne présentation, voilà, comme vous l'avez entendu, Françoise, elle a fait beaucoup de choses, travaillé dans diverses activités, donc elle va pouvoir nous raconter un petit peu tout ça. Est-ce que Françoise, tu pourrais juste nous dire du coup d'où tu viens et de quel âge tu as? Alors je viens de Nancy, j'ai fait mes études à la faculté de Nancy et j'ai 66 ans maintenant, donc je suis en retraite du libéral, j'ai arrêté mon activité libérale. Je continue d'enseigner au département d'orthophonie et je fais toujours un peu de formation. Et un de mes chevaux de bataille, voilà, une des choses pour lesquelles je suis très motivée, c'est de parler du danger de la surexposition des écrans aux parents. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, elle va vous raconter un petit peu quelles études Françoise a fait. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de son métier. Et une dernière partie que j'aime bien aborder avec les gens, partie conseils, anecdotes, recommandations. Donc du coup Françoise, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait comme études et puis tes activités? Ouais, alors moi j'ai pas fait tout à fait les mêmes études que font les étudiants aujourd'hui, donc je vais plutôt parler de ce qu'il faut faire pour être orthophoniste aujourd'hui. D'abord, il faut savoir qu'on est les orthophonistes en Master 2, donc 5 ans d'études, mais qu'on n'entre pas à l'université uniquement sur Parcoursup comme les étudiants aujourd'hui, mais Parcoursup plus une lettre de motivation, plus quelques éléments qu'on demande et un concours qui depuis le Covid a été bien chamboulé puisqu'avant les étudiants venaient à nous dans les différents départements. Aujourd'hui, les entretiens se font en vidéo. Et la note de Parcoursup plus la note du concours font qu'on peut accéder ou non à une des écoles, à un des départements d'orthophonie. Pour faire orthophonie, c'est 5 ans. 5 ans d'études qui sont extrêmement chargées. On décourage les gens qui viennent, qui font des reconversions, par exemple, qui ont des enfants. C'est pas facile, il faut savoir que c'est 5 ans, avec beaucoup de cours, beaucoup de stages, beaucoup de rendus, un mémoire à faire sur 2 ans et très peu de temps pour soi. Voilà, donc pas possibilité de travailler, par exemple, pour les étudiants en parallèle. Là, tu nous dis que c'est compliqué de faire des études d'orthophoniste. C'est dur. Je pense que derrière, il y a peut-être des gens qui sont motivés, qui veulent faire ça. Tu leur dis quoi, là, direct, comme ça? Je leur dis qu'il faut d'abord, il faut passer la barrière du concours. Une fois qu'on l'a, on est sûr d'être orthophoniste si on bosse, hein, voilà. Mais il faut beaucoup travailler, voilà. Être persévérant dans le travail, être motivé. Voilà, très persévérant, rendre au fur et à mesure, étudier au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup de contrôle continu. Mais voilà, il y a des tas d'étudiants qui arrivent, à s'en sortir. Hein, voilà. On a malheureusement un numerus clausus qui est assez petit et qui va être beaucoup augmenté. Voilà. Bon, maintenant que vous savez comment on peut faire orthophoniste, on va parler du métier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des avantages de ce métier, nous dire comment aussi ça fonctionne? Alors déjà, très peu de gens connaissent notre champ d'activité. On a un champ d'activité qui va de la naissance de l'enfant,
quasi à la mort de la personne, puisqu'on peut travailler par exemple avec un tout petit bébé sur la sphère orobuco-faciale pour les enfants prématurés qui ont du mal à téter, à déglutir, à manger, jusqu'aux personnes qui ont des maladies neurodégénératives, Parkinson, maladie de Charcot, sclérose en plaques, etc. Donc tous les troubles cognitifs. Et entre deux, beaucoup d'enfants, d'adultes, d'ados qui ont des difficultés de langage oral, de langage écrit. Une grosse partie aussi de neurologie et d'ORL. Voilà, les gens connaissent très mal notre travail. Bon, on est des paramédicaux, on n'est pas des médecins, on est des paramédicaux, mais en charge de la communication au sens large. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans ce métier ? Tout. C'est un métier passionnant parce que déjà dans les études, on est au carrefour d'énormément de disciplines, de la phonétique en passant par la psychologie, la psychiatrie, toutes les matières fondamentales, anatomie, pathologie, voilà comme les médecins. Et puis toutes les matières spécifiques à la prise en charge orthophonique. Donc déjà les études sont polyvalentes et passionnantes. Et après c'est un métier passionnant. Je dis toujours aux étudiants, je parle beaucoup avec des gens en reconversion ou des étudiants qui viennent me voir, je dis on peut faire, avec le même diplôme, on peut faire X métiers différents. Par exemple, moi j'ai travaillé avec des tout petits, mais j'aurais pu travailler en ORL, avec des gens comme moi qui ont des problèmes de gorge, là tout de suite. On aurait pu travailler en neuro, j'aurais pu travailler avec des enfants déficients, j'aurais pu travailler avec des enfants sourds, j'aurais pu travailler avec des adultes handicapés. Enfin voilà, on peut faire plein de choses différentes avec un même diplôme. Par exemple, moi, je me suis beaucoup spécialisée chez l'enfant très jeune et dans le bégaiement et dans les troubles de l'oralité alimentaire. Voilà. Mais c'est pas le cas de tous les orthophonistes. Il y a aussi des orthophonistes qui, en libéral, voient toutes sortes de pathologies. Mais ça demande, et ça c'est quand même important de le dire, une formation continue très importante. Pour être compétent dans tous les domaines, il faut se former en permanence. D'ailleurs, les orthophonistes sont la profession de santé qui se forme le plus. D'accord. Je ne savais pas, c'est une info importante. Ouais. Donc si vous voulez faire orthophoniste, voilà. Vous avez déjà des beaux conseils de se tenir à la page et puis mais c'est obligé. De ne pas rester sur ses acquis, de toujours vouloir apprendre. Toujours. Il faut avoir ça en nous, du coup. Ça c'est vrai. C'est une des qualités d'ailleurs nécessaires pour être orthophoniste. Et ben on peut enchaîner directement sur les qualités du coup. Pour toi, ça serait quoi un bon orthophoniste ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ait comme qualité, comme compétence ? Peut-être qu'il y a des personnes derrière la caméra qui voudraient faire orthophoniste, qui se posent des questions. Je crois qu'il faut être souple, adaptable, avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de patience aussi, voilà, beaucoup d'empathie. C'est un métier de soins, donc c'est un métier où il faut être en empathie, sans trop prendre non plus la souffrance et la douleur. Là, il faut apprendre, on apprend avec des formations, on apprend en vieillissant un peu à se protéger aussi. Et puis moi, il y a un mot qui était très important dans ma carrière, c'est être capable de rencontrer les autres autour d'un patient et d'être en partenariat avec les autres. Ça, c'est un mot qui revient toujours dans mon discours, c'est partenariat. Seul, on ne peut pas faire grand-chose, dans aucun métier. Et ben tu vois, c'est marrant parce que je connaissais pas trop ce métier d'orthophoniste. Et tout ce que tu me dis, je trouve que c'est vrai, ça a l'air vraiment, comme tu l'exprimes, d'être un super métier où tu aides les gens, où tu t'adaptes. Tu t'adaptes. C'est vrai que quand tu passes en libéral d'un enfant sourd qui a 20 mois à un patient qui a un Alzheimer, à un autre, un prof qui a des problèmes de nodules sur les cordes vocales, qui ne peut plus parler, voilà, c'est pas du tout la même prise en charge. Donc il faut vraiment être adaptable et c'est ce qui fait aussi la richesse du métier. En termes de parcours, du coup, ça fait une quarantaine d'années que tu exerces. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu par partie assez rapidement ce que tu as fait comme activité ? Oui. Alors j'ai commencé par faire du libéral très jeune, j'étais un peu inconsciente, je pense comme tous les gens qui ont un diplôme et qui se lancent en libéral dans le soin directement, mais moi j'ai eu la chance d'être dans un cabinet de groupe, donc on était 3, c'était important de pouvoir échanger, discuter. J'ai très vite, nous on a un syndicat qui est la Fédération nationale des orthophonistes, qui est un syndicat professionnel qui assure toute la formation continue, où j'ai fait des rencontres magnifiques, où je me suis fait beaucoup d'amis, donc j'ai tout de suite milité entre guillemets. J'ai été présidente d'un syndicat d'ailleurs, j'ai été beaucoup chargée de prévention. J'ai toujours cru à la prévention dans tous les métiers du monde, mais en orthophonie. Voilà. Donc j'ai coécrit des plaquettes, des brochures qu'on remet aujourd'hui par exemple à la maternité, j'ai coécrit un ouvrage sur
l'enfant jeune. Voilà, la prévention, c'est quelque chose qui est au cœur de mon travail. Après, j'ai décidé d'aller travailler dans un CAMS, un centre d'action médico-sociale précoce, où j'ai travaillé avec 12 autres professionnels. J'ai adoré ça. J'ai adoré partager avec le psychomotricien, l'assistante sociale, le pédopsychiatre, la neuropsychologue, la psychologue, le pédiatre. J'ai beaucoup appris des autres. Et j'avais un patron qui disait toujours, dans une équipe, quand on s'entend bien, chacun pourrait faire le métier de l'autre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris à écouter les autres et à élargir ma vue sur l'enfant. Voilà, parce que quand on a une formation, on a tendance à avoir ce point de vue très rétréci. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un point de vue très élargi grâce à mes collègues. Et je conseille à tous les orthophonistes de passer un jour par une équipe multidisciplinaire. C'est extrêmement enrichissant. Bon, après, moi, j'ai eu la chance d'avoir une super équipe, voilà, avec des gens motivés, qui avaient un peu d'expérience, qui étaient tous des belles personnes sur le plan humain. Mais beaucoup d'orthophonistes sont des belles personnes. C'est un métier qui demande quand même beaucoup d'altruisme et d'empathie, comme j'ai dit. Voilà. Et puis, j'ai coécrit un ouvrage qui m'a amené à faire de la formation à propos de l'enfant très jeune, sans langage, entre 0 et 4 ans. Et ça m'a beaucoup enrichi aussi parce que dans mes études, j'avais peu appris sur l'enfant sans langage et du coup, je me suis un peu spécialisée forcément et je suis retournée au libéral, voilà, tout ça en enseignant en parallèle. Et l'enseignement, c'est très enrichissant aussi d'être auprès des étudiants puisque j'encadre des mémoires, ce qui m'oblige à me tenir au courant, à lire, à les accompagner, voilà, ça c'est super. Et tu as vraiment une carrière qui est très inspirante. Avec beaucoup de choses, beaucoup d'activités très diverses. Ça se voit que tu as des choses à raconter. J'espère que ça inspirera aussi des gens derrière la caméra. J'en doute pas. Des gens qui aimeraient se lancer dans des études et qui aimeraient travailler plus tard. En termes de salaire, est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette en libéral Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que ça, en libéral, c'est très difficile. Alors, les orthophonistes ont un super syndicat, je l'ai dit. On s'est plutôt bien débrouillé pour défendre nos droits et nos revenus. Mais c'est très difficile à dire parce que c'est 98% de femmes. Les orthophonistes, ça c'est très triste. Ça c'est très triste. Hein. Dans nos promos de 42, nous on a allé au mieux 2 garçons et souvent 1 et souvent pas. Voilà. Et donc des femmes qui travaillent pas toutes à plein temps parce qu'elles ont des enfants. Donc le salaire moyen, il veut pas dire grand chose. Ce que je peux dire, c'est que c'est quand même pas une profession où on gagne des 1000 et des 100. Il faut beaucoup travailler quand même pour gagner correctement sa vie en libéral. Par contre, en ce moment, on a un très gros souci, c'est que les hôpitaux les centres ne reconnaissent pas le bac+5 des orthophonistes, donc on est payé à bac+2, 2,5, donc on est payé rien, enfin vraiment des petits salaires en salariés. Du coup, que font les orthophonistes? Ils quittent les centres. Du coup, il n'y a plus personne en cancérologie, il n'y a plus personne en ORL, plus personne en pédiatrie, il n'y a plus personne en gériatrie. Tout le monde veut aller en libéral. Tant que les orthophonistes en salariés ne seront pas reconnus à bac+5, c'est-à-dire comme les psychologues, c'est-à-dire avec un statut de cadre, il n'y aura pas assez d'orthophonistes dans les centres. Donc là, on ne gagne pas bien sa vie. Mais par contre, pour ceux qui nous écoutent, j'encourage comme les orthophonistes à avoir des vacations dans les centres parce qu'on apprend énormément, encore plus, je pense, que seul dans son cabinet. Mais seul dans son cabinet, je ne l'ai pas dit, ça ne veut pas dire que moi je suis toujours sortie de mon cabinet, c'est-à-dire le mot partenariat pour moi, je ne peux pas travailler sans le pédiatre qui connaît l'enfant, le gastropédiatre, la puéricultrice, la travailleuse familiale qui va à domicile. Tous ces gens-là ont besoin de parler entre eux pour aider au mieux l'enfant et sa famille. Parce que quand un enfant est en difficulté, c'est toute la famille qui est en difficulté. Sur ces dernières années, est-ce que c'est facile de trouver du travail quand on a un diplôme d'orthophonie? C'est très facile, on s'installe demain matin en face, là, et pourtant on est à la campagne, et là, en 2 semaines, l'agenda est rempli. Hein. Il y a un gros besoin. Ah oui, il y a un besoin énorme d'orthophonistes, énorme. Alors, dans les grandes villes, évidemment, un peu moins, mais dans les campagnes, c'est comme les médecins. Hein, voilà. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui apparaît, qui est vraiment super, c'est le regroupement en maison de santé. Donc les orthophonistes vont pas mal ou dans les maisons médicales ou dans les maisons de santé où justement il y a des budgets de l'assurance maladie pour travailler en prévention tous ensemble. Ça, je trouve ça génial. Si ma vie était à refaire, je pense que je travaillerais en maison de santé avec les autres. Maintenant, on va passer sur la dernière partie, une partie conseils, recommandations et anecdotes. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des étudiants, des étudiantes qui veulent se lancer ou des lycéens qui voudraient faire orthophoniste ?
Les conseils, c'est déjà de travailler l'orthographe et la grammaire et la syntaxe, parce qu'on voit quand même des lettres de motivation qui sont quand même pas top pour des gens qui voudraient être orthophonistes. Donc quand même soigner un peu son langage, la langue, travailler la langue, l'orthographe, etc. C'est d'être persévérant. Voilà. C'est déjà, une fois qu'on a le concours, après c'est d'être persévérant. Mais après les études, ça roule. Si on est courageux, ça roule. Voilà. Et le conseil, c'est d'ouvrir son esprit, d'ouvrir son cabinet, de sortir de son cabinet, d'aller voir les autres, de travailler avec ses collègues, de travailler avec tous les partenaires, les médecins, les paramédicaux. Voilà, ça c'est le plus enrichissant et c'est ça qui aide le plus les familles. Voilà. Ça, c'est vraiment les conseils. Après, moi, j'ai dit, je me suis fait beaucoup d'amis chez les orthophonistes. On a partagé beaucoup de choses, nos cas cliniques, on s'entraidait. Toi, qu'est-ce que tu ferais, etc. On a partagé des formations, on a fait venir des formateurs, on a lancé des opérations de prévention, on a écrit la brochure Objectif Langage en se disant, il faut qu'on aille à la maternité le plus tôt possible, qu'on dise aux mamans que parler au papa, que parler à un bébé, c'est très important. Aujourd'hui, on a ajouté des pages sur les écrans, bien entendu, parce qu'on est obligé. Voilà, on a fait beaucoup d'opérations de prévention avec les instituteurs, les professeurs dans les collèges sur la dyslexie, etc. Voilà. Donc ça, c'est les conseils, c'est pas rester dans son coin et s'ouvrir. Mais en général, les orthophonistes sont des gens ouverts d'esprit. Ouais. J'ai envie de dire aussi, c'est beaucoup d'investissement. Oui. Parce que voilà, il faut combattre aussi l'évolution de la société. Oui. Tu t'es engagé dans des associations, dans des projets. Oui. Après, c'est pas tous les orthophonistes, mais globalement, les jeunes orthophonistes, on trouve de la relève assez facilement. Ouais, ils sont quand même assez motivés. Voilà. Après, moi j'ai connu un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où on a fait beaucoup de bénévolat. Voilà, on a donné beaucoup de notre temps bénévolement. Aujourd'hui, les jeunes orthophonistes, et ils ont raison, et je leur donne raison, essayent d'avoir des budgets. Par exemple, quand on va passer 3 matinées à faire jouer des enfants plutôt que les écrans, qu'il y ait une petite rémunération derrière. Voilà, c'est pas que ce soit reconnu comme un travail. Voilà. Quand on va faire une conférence de 3 heures, voilà, je l'ai toujours fait, et mes collègues aussi bénévolement, mais aujourd'hui, voilà, c'est une autre société qui arrive, et c'est bien, c'est bien. C'est aussi une reconnaissance. L'argent, ça passe aussi par une reconnaissance. Tout à fait. Voilà. Pour terminer, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu, je sais que ta carrière a été très longue, a été très remplie de diverses activités. Ouais. Tu as fait beaucoup de choses, mais si tu devais décrire ta carrière professionnelle en 3 mots, qu'est-ce que ça serait tes 3 mots qui t'ont marqué ? Le premier mot, c'est partenariat. Ça, c'est sûr, parce que sans les autres, je n'étais rien. Voilà. Je pense qu'aucun professionnel de santé ne peut dire « moi, je sais résoudre le problème de cette famille ». Voilà, on a besoin des autres. Voilà. Moi, quand je travaillais avec un tout petit qui était complètement prostré, hypotonique, j'avais besoin du psychomotricien pour l'installer, pour que moi, je puisse le voir, je puisse lui parler. Voilà, j'avais besoin de savoir un petit peu avec la psychologue qu'est-ce qui se passait dans la famille. Enfin, voilà. Ça, c'est très important. Partenariat, communication forcément, puisque c'est le maître mot, je pense, de l'orthophonie. Mais communication, ça va aussi avec partenariat, communiquer aussi avec les familles. C'est vrai qu'avec les tout petits, on ne travaille pas avec l'enfant seul, on a la famille à côté. On a le papa ou la maman ou les deux. Donc ça demande à gérer aussi la souffrance des parents. Voilà. Donc la souffrance, aussi l'émerveillement quand même, quand il y a des progrès, voilà, mais de les aider au quotidien. Donc communication, partenariat. Et puis moi, j'ai bien envie de dire joie, parce que l'orthophonie m'a apporté énormément de joie. Joie et amitié, énormément, vraiment. Joie, voilà, les rencontres, les rencontres, les enfants qu'on fait progresser, satisfaisant aussi de voir l'évolution. Voilà, parfois on aimerait bien savoir aussi des fois à long terme ce que sont devenus nos patients. J'en parlais cette semaine avec des collègues. C'est vrai qu'on aimerait bien les revoir à 20 ans, à 30 ans. Bon, c'est pas toujours possible, mais il y a des gens qui sont très fidèles et qui donnent des nouvelles. Voilà. Là, j'ai un petit enfant trisomique que j'ai suivi à 5 ans et qui est aujourd'hui champion de surf en France. C'est incroyable. Enfin, il y a des histoires incroyables. Ouais. Et puis il est fier de lui et nous on est fiers de lui. Ouais, on retrouve, c'est une fierté des deux côtés. Ouais, très belle famille aussi, famille très, très étayante. Ouais, voilà. On a beaucoup travaillé autour du handicap au CAMS, voilà, au Centre d'action médico-sociale précoce. Donc voilà, si tu me demandais le plus dur, tu me le demandes pas, mais je te le dis, c'est d'accompagner des familles, des jeunes parents dans l'acceptation d'un handicap. Ça, c'est très dur. Voilà.
J'ai vu des parents qui avaient l'âge de mes enfants à moi et qui devaient faire ce chemin de mon enfant sera différent. Mon enfant ne fera pas ça, mon enfant ne parlera pas, mon enfant n'apprendra pas à lire, mon enfant ne fera pas de grandes études. Pour l'enfant, mais c'est aussi dur pour les parents. Pour les parents, voilà, c'est dur pour les parents et c'est pas toujours facile pour les professionnels de les accompagner en ce sens-là. Voilà. Bon, c'est 3 mots qui sont très marquants et que tu as très bien expliqué. Pour terminer la vidéo en beauté, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer aux jeunes générations, aux étudiants, aux lycéens? Moi, le message, évidemment, ça va être soyez orthophoniste, c'est le plus beau métier du monde. Je dis toujours, c'est le plus beau métier du monde parce qu'on n'est pas médecin, on n'est pas prof, on ne fait pas de soutien scolaire. On est dans la santé, au contact de familles qui ont souvent quand même des grosses difficultés, que ce soit des enfants ou des adultes. On doit être compétent dans beaucoup de domaines, donc parler avec beaucoup d'autres, je l'ai dit. Donc c'est un métier fabuleux. Enfin, l'orthophonie, c'est un métier fabuleux, vraiment. Vraiment, je pourrais en parler pendant 4 jours. Mais ça va peut-être s'arrêter là, ça sonne. Ça sonne, ça clôture la fin de la vidéo. Merci beaucoup Françoise rien, Thomas, pour cette avec vidéo. plaisir. C'était un très grand plaisir d'en apprendre avec sur plaisir. Le monde de l'orthophonie. C'est une première vidéo aussi sur le monde de la médecine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas, garder la banane, c'est super important, le sourire. Allez, ciao! Ciao!